c'est parti. Ces mauvaises herbes et ces mauvaises personnes, comment on fait pour les gérer? Et si on s'amuse à mixer, comment on fait pour désherber une mauvaise personne? Alors, on a vu qu'on va voir 3 grands axes. Qui sont-elles? Pourquoi est-ce qu'elles arrivent dans notre jardin, dans notre vie, dans notre journée? Et puis concrètement, comment on fait pour les gérer, pour s'en débarrasser? Mais attention, s'en débarrasser, sans une connotation négative, sans leur vouloir du mal, ni sans se faire du mal à soi-même. Donc commençons, première partie. À qui on a affaire? Il faut toujours s'intéresser aux définitions, à l'identité d'une personne, à ce qui nous arrive. Alors, évidemment, hop, vous me voyez venir, forcément. Je vais commencer dans le coin des mauvaises herbes et ensuite je vais faire des va-et-vient, des parallèles, des exemples dans les 2 thématiques pour justement les mixer et voir que c'est du pareil au même. Commençons donc par les mauvaises herbes. Sont-elles vraiment mauvaises? Puisque je mets des guillemets, la réponse est non. En fait, pendant de nombreux siècles, on a considéré que certaines herbes pourraient être mauvaises, mais en réalité, même si c'est pas forcément toujours connu dans le grand public, depuis grosso modo une cinquantaine d'années, on n'utilise plus ce terme de mauvaise herbe. C'est plutôt cantonné maintenant pour les particuliers, pour les jardiniers, et notamment des jardiniers amateurs, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un point de vue très autocentré, anthropomorphique, et on considérait de mauvais, en fait, une herbe dont on n'avait pas encore trouvé une utilité, un bienfait pour l'homme. Donc c'était vraiment centré, autocentré, quoi. À partir du moment où on a considéré qu'elle pouvait avoir une utilité qu'on ne connaissait pas encore, on a pu lui donner des nouveaux noms, comme par exemple adventice, qui littéralement, dans son étymologie veut dire qui survient, ad, de manière non prévue, de manière imprévue. Donc c'est un peu une invitée de dernière minute, surprise. Quand on aura trouvé des utilités, on leur donne d'autres noms, par exemple plantes médicinales. Par exemple, l'ortie est une plante médicinale par excellence, mais si on le savait pas, dans un jardin, on va tendance à dire que c'est une mauvaise herbe. Elle nous pique, elle prend de la place. Si on ne sait pas qu'elle est comestible, on va dire qu'elle prive la superficie allouée aux récoltes, aux plantes comestibles, etc. Et ensuite, assez récemment, on a découvert les liens entre les plantes et les insectes. Et donc, on a donné encore un nouveau concept, comme les plantes relais. On peut aussi dire ça. Et les plantes relais, ça veut dire, c'est un peu comme, par exemple, l'ortie est une plante relais pour de nombreux papillons, c'est-à-dire que c'est comme si c'était une plante qui fait office de gîte dans le parcours de vie de certains insectes, pollinisateurs ou autres, ces fameux auxiliaires du jardin, qui ont besoin d'avoir des plantes sauvages, qui ont vraiment leur génétique non traficotée, donc vraiment des plantes sauvages. Et c'est là où elles vont faire tout leur cycle de vie, généralement de larves à adultes. Donc, les mauvaises herbes, en fait, n'existent pas. Déjà, le vocabulaire est intéressant. C'était juste qu'on n'avait pas encore trouvé de bienfait. C'est comme le concept ésotérique. Ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé une explication tout court, ou une explication rationnelle, etc. Donc voilà, déjà prendre du recul par rapport à ça. Et donc, si on considère qu'elle n'est pas mauvaise, c'est qu'elle a forcément, soit elle est neutre, soit elle a quelque chose de positif. Voilà. Et justement, on va voir qu'elles sont très positives, ces mauvaises herbes. Donc, dorénavant, quand je le prononce, je mets vraiment tout le temps les guillemets, parce que je ne veux pas induire en erreur. Les mauvaises herbes, dans la nature, n'existent pas. Peut-être dans le quotidien d'un agriculteur ou d'un jardinier, mais on va voir au long de cette vidéo qu'en réalité, non, c'est leurs meilleurs alliés. Pourquoi c'est leurs meilleurs alliés? Il n'y a aucun hasard, rien ne pousse par hasard dans la nature. Rien n'est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, rien ne se fait de manière aléatoire. Les êtres vivants, les plantes, sont là bien avant les animaux. Et donc, c'est parmi les premiers êtres vivants à avoir su s'adapter, à survivre sur des millions d'années. D'ailleurs, les plantes avec les fleurs sont une apparition très récente quand on dézoome sur l'évolution des plantes dans le monde. Par exemple, la fougère ou le lichen sont des plantes qui se reproduisent sans fleurs, sans graines, sans fruits. Et donc les plantes ont eu différentes stratégies en fonction de comment elles devaient s'adapter à l'environnement. Donc les plantes ne poussent jamais par hasard, et encore moins chez vous. C'est-à-dire que vous avez eu une incidence, un impact là où elles vivent, en l'occurrence sur le sol, et c'est en fonction de ce que vous avez fait que certaines vont s'inviter de manière inopinée ou pas. Il n'y a aucun hasard, au sens où en fait elles vont... Alors là on va parler du coup du concept des graines en dormance.
C'est-à-dire que dans votre sol, imaginons que ça, c'est mon sol. Donc là, vous avez vos plantes, tac, tac, tac. Là, vous en avez d'autres, hop. Là, vous avez même des arbres, etc. Il y a leurs racines, tadadam, tadadam, tam, tam. Et en fait, vous avez plein de graines, donc potentiellement des milliers, voire des millions d'autres plantes qui ne demandent qu'à naître, qu'à prendre la place des existantes, ou une nouvelle place si vous leur en faites. Si là, le sol se devenait à nu, par exemple, toutes celles qui sont là, si les paramètres sont propices pour elles, taux d'ensoleillement, pluie, pH du sol, taux d'humus, etc. Si c'est OK pour elles, de nouvelles plantes vont arriver. En fait, vous avez en permanence des millions, potentiellement, de mauvaises herbes, entre guillemets, sous vos pieds. Et elles vont surgir selon l'état du sol. Donc selon les paramètres, c'est vrai, mais surtout selon l'état du sol. Et c'est ce qu'on appelle, c'est un nouveau concept, c'est ce qu'on appelle en réalité les plantes bio-indicatrices. Donc on revient là, elles sont pas du tout mauvaises, on a vu qu'elles étaient même bonnes, médicinales entre guillemets, mais non pas pour l'homme, mais pour le sol. En fait, elles donnent une indication sur l'état du sol. C'est vraiment comme si c'était des miroirs de l'état du sol qu'on ne pourrait pas voir à moins de faire une coupe pédologique. On coupe le sol pour voir, imaginons c'est notre sol, on le coupe là, et ensuite on peut descendre par exemple, on coupe de 2 mètres de profondeur, et on regarde les différentes, donc ça c'est notre sol, et on regarde les différentes strates, qu'est-ce qui s'y passe, etc. Bon, on ne peut pas faire ça très facilement. En revanche, les plantes qui poussent comme ça de manière inopinée, en réalité, font ce travail pour nous. En remontant la surface, leur existence même, pourquoi elle et pas une autre, nous explique l'état du sol. Et rien n'arrive par hasard. Alors, on peut dire qu'il y a 3 catégories, si on veut simplifier les choses, de plantes bioindicatrices. Il y en a qui vont venir nous indiquer un excès, trop de quelque chose, ou au contraire, une carence, pas assez de quelque chose. Donc là, on est vraiment dans une dualité. Non, pardon. Hop, excès, carence. Mais peut-être qu'on sort de cette dualité et peut-être que ça peut être neutre ou positif. Alors, prenons des exemples concrets. Alors, premier exemple concret, vous pouvez avoir de l'ambroisie qui apparaît sur votre terrain. Ça, c'est souvent arrivé dans des terrains de jardiniers que j'ai pu coacher. Et donc, en fait, à chaque fois que je leur demande dans quelles conditions cette plante est apparue, qu'est-ce que tu as fait ou pas fait les derniers mois, les 6 derniers mois, généralement, c'est toujours pareil. Ce sont des personnes qui n'ont pas enrichi leur sol, qui n'ont pas fait de paillage, qui n'ont pas fait un paillage équilibré, ou qui n'ont pas amendé avec du compost, où il n'y a pas de couverture végétale en permanence, etc. Et c'est des terres qui, au final, s'appauvrissent et qui qui sont en voie de désertification, si j'ose le mot, qui est un peu fort, mais bon, on attend quelques années, et le résultat, c'est ça. Et donc, on passe d'une terre à nu à un désert. Donc, l'ambroisie, c'est une mauvaise herbe, entre guillemets, c'est une plante bioindicatrice qui, justement, se révèle, pousse, dès lors que la terre devient très, très pauvre en humus, qu'elle s'appauvrit, et c'est comme si elle vous murmurait que, attention, il n'y a plus assez de nutriments dans le sol, et voilà, le sol se désertifie. Ça convient à ce genre de plante, donc naturellement, s'il y avait des graines en dormance d'ambroisie sous vos pieds, elles vont lever leur dormance, et elles vont germer, et elles vont pousser. Après, elle va pas pousser là non plus par hasard. Elle va justement, en remettant comme ça une bonne plante adaptée à la situation actuelle, eh bien, elle va faire son cycle, surtout qu'elles sont plutôt annuelles dans nos contrées les ambroisies. Donc du coup, elle va en 1 an faire son cycle et mourir. Et donc, in fine, une fois qu'elle va tomber au sol, ce qui tombe à la surface et en même temps les racines qui restent dans le sol vont au contraire rajouter de l'humus, vont rajouter de la nourriture et beaucoup d'azote, ce qui manquait du coup à une terre pauvre en humus notamment. Deuxième exemple, on peut avoir cette fois-ci à nouveau une carence en humus, mais aussi un excès en eau. Et donc quand vous avez des sols, notamment au sortir de l'hiver ou autres, qui sont très 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 gorgés d'eau, alors là c'est très mauvais pour la vie des habitants du sous-sol, bactéries, mammifères, micro-mammifères, vers de terre et compagnie. Ils n'aiment pas ça parce qu'un sol, ça a besoin d'être aéré, c'est vivant, c'est comme c'est pas quelque chose d'inerte, c'est vraiment quelque chose qui respire, comme vous et moi.
Et donc là, typiquement, par exemple, vous pouvez avoir de la renoncule rampante. C'est une plante qui justement vient pour désengorger petit à petit une terre saturée en eau et qui du coup ne laisse plus pénétrer l'oxygène dans le sol, dans les petites capillarités du sol, par exemple dans les parois que font les vers de terre. Encore un autre exemple d'une plante indicatrice qui indique un excès, cette fois-ci on va dire, un excès de travail du sol. Alors, ça peut être un travail mécanique, donc dû à un humain, par exemple le passage d'une machine très lourde, d'un tracteur, etc. Ou ça peut être animal, mais dans ce cas-là, c'est aussi corrélé à l'humain, c'est-à-dire du surpâturage. On va placer beaucoup d'animaux dans une faible superficie, et du coup, le sol va se retrouver tassé longtemps sur la même superficie, et donc du coup, là, généralement, dans ces sols trop compactés, on va avoir du plantain, du grand plantain, pour être précise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Toujours dans ces exemples de trop, pas assez, pas bien, on a parlé donc de manque d'humus. Si on a un manque d'argile dans un sol, on peut aussi avoir la spergule qui va arriver spontanément et qui justement indique que le sol s'appauvrit, cette fois-ci en argile, parce que, pour faire vite, un sol, en fait, c'est la rencontre de deux choses, et c'est ce qu'on appelle le complexe argilo-humique, un peu comme si c'était monsieur humus et madame argile, si on veut. Et donc, ces deux êtres littéralement se pénètrent, s'enrichissent, et donnent naissance à une fécondité, si on file la métaphore, donnent naissance à ce qu'on appelle la fertilité, en fait, du sol. Et on a vraiment besoin de ces deux éléments en quantité équilibrée pour créer un écosystème. Alors là, c'est des exemples entre guillemets négatifs, mais on peut prendre un autre point de vue et au contraire s'intéresser de très près à ces plantes pour voir qu'est-ce qu'elles bio-indiquent de manière positive ou neutre. Alors de manière positive, si vous avez de l'ortie dans votre jardin, généralement ils aiment bien les rocailles, donc près des pierres, près des murets, près des murs, des dalles et compagnie. Bah là en fait ça veut dire que dans cette zone-là, vous avez une terre mais qui est incroyablement bonne et riche en minéraux, parce que l'ortie est une de ces plantes qui fait remonter beaucoup de minéraux du sol, un peu comme la consoude aussi. Elles n'ont pas du tout le même système racinaire. Un autre exemple de plante qui au contraire vous murmure que c'est bien, vous êtes en bonne voie, en tout cas l'état du sol est bon, propice au développement de plantes, donc les plantes sauvages, mais aussi les plantes que vous mettrez pour votre culture, votre production potagère, et bien là on peut avoir du pissenlit. Avoir du pissenlit ou avoir du mouron blanc, ce sont des plantes qui indiquent que l'état du sol est bien. Il est bien, c'est-à-dire il est équilibré, il n'y a pas de déséquilibre, ni trop peu. Concrètement, ça veut dire qu'il y a une biodisponibilité, notamment d'azote ou de carbone, accessible aux plantes facilement, tout de suite, en bonne quantité. Donc voilà, c'est un sujet qui est vraiment passionnant. C'est un sujet qui est assez récent, toute cette étude des plantes bioindicatrices, et il ne suffit pas d'avoir quelques renoncules ou quelques pieds de pissenlit pour pouvoir décréter un état comme si le sol était à 100% dans cet état-là. Non, il y a toute une technique qu'a développée notamment Gérard Ducerf, avec des livres qui sont carrément des encyclopédies tellement ils sont gros, qui sont fantastiques. Alors c'est vraiment un investissement à faire quand on se passionne pour la nature, pour le jardinage, l'agriculture. Je vous conseille vraiment, regardez, moi je les ai et j'adore les lire, les parcourir. C'est costaud, mais c'est bien écrit, on comprend facilement. Et grosso modo, ce qu'on peut en retenir à ce stade, c'est qu'il y a une méthode derrière ça. Donc vous allez faire appel à ces experts-là, par exemple. Il y en a qui ont été formés auprès de Gérard Ducerf et qui peuvent vraiment établir un bilan avec vous sur quelques mètres carrés, ça suffit. Il faut le faire à un moment particulier dans l'année pour maximiser l'analyse, les observations. Il faut regarder donc les différentes plantes bioindicatrices, leur taux de couverture, et il faut croiser différentes données avant de pouvoir avoir une première grille d'interprétation intéressante, pour ne pas aller trop vite, parce que la nature Et alors, qu'est-ce que ça donne quand on continue de filer la métaphore humaine. On a vu tout ça sur les mauvaises herbes. Si on le transpose aux mauvaises personnes, concrètement, en fait, on va voir que ce sont les mêmes rouages, peu ou prou. Alors, ce qu'on appelle une mauvaise personne, à nouveau, partons des définitions, évidemment, ça va être quelque chose d'autocentré, c'est-à-dire qu'elle va faire quelque chose de mauvais contre nous. Donc, c'est vraiment, on va le prendre personnellement, ce sera quelque chose contre soi, pris personnellement. On va jamais utiliser le même vocabulaire quand quelque chose fait quelque chose de bête à quelqu'un d'autre ou à soi. Donc il y a vraiment un prisme très personnel. On doit vivre le problème avec la personne pour pouvoir le dire.
Généralement, on se rend compte que c'est pareil aussi. Prenons un exemple. Vous faites quelque chose, vous racontez une histoire à quelqu'un, à des collègues. Là, il y a une nouvelle personne que vous ne connaissez pas qui rentre dans le groupe. Et cette personne-là, contrairement aux autres, vous ne savez pas en fait qui elle est, comment elle réagit ou autre. Et vous remarquez que très vite, elle a tendance à vous contredire tout le temps, cette nouvelle personne dans le groupe. Et du coup, ça va vous énerver. Vous allez dire, mais cette personne, elle est bip, enfin, j'en peux plus, pourquoi elle réagit comme ça, c'est pas constructif. Et donc, en fait, on a le même ressort de se dire, dès qu'on voit une mauvaise herbe, on va se dire, ah, mais non, il va y avoir quelque chose de très spontané et négatif. Et donc là, avec les mauvaises personnes, les mauvaises paroles, les mauvaises situations, c'est pareil. Ça arrive d'un coup, et vous allez vous dire, mais d'où ça sort ça? Pourquoi cette personne dit ça? Pourquoi elle me dit ça? Elle se prend pour qui? Etc., etc. Et donc, c'est quelque chose qui n'était pas anticipé, qui vous prend par surprise et qui semble vouloir vous nuire, soit à l'intention que vous avez, au projet que vous avez fait, etc. Donc c'est quelque chose qui vient se manifester apparemment contre vous. Donc à ce stade, c'est du 100% négatif. Donc on l'appelle mauvais. Une mauvaise situation, une mauvaise parole, un mauvais regard, un mauvais geste, etc. Mais ça n'arrive pas forcément tous les jours, et ça arrive dans certains cas, et ça arrive toujours dans votre bulle extérieure. Ça n'arrive pas chez vous quand vous êtes tout seul. Ça émane forcément d'un échange direct, un à un, avec une autre personne. Et cet échange-là, il n'arrive pas par hasard, lui non plus. Tout comme on a vu qu'il y avait des plantes bioindicatrices, en fait, il va y avoir des personnes, ou plutôt des situations, où des personnes vont vous bio-indiquer un état intérieur. C'est-à-dire que on disait que le sol, tac, 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 il avait plein de graines en dormance. Ok ? Le sol, on a dit que c'était un macro-organisme, donc c'est un être vivant à part entière, comme le chat, le chien, le poisson ou l'être humain. L'être humain lui-même est un macro-organisme. Il y a beaucoup plus de bactéries dans notre corps que de cellules humaines, par exemple, beaucoup plus de microbes, de levures, etc. Donc, quand on se dézoome un peu et on ne prend plus trop les choses personnellement, on change de point de vue, on se rend compte que nous sommes un être pluricellulaire et fait d'autres organismes qui s'emboîtent à la surface et à l'intérieur de nous, dans les organes, la flore intestinale et compagnie. Bref, donc le sol, avec toutes ces graines en dormance, ce sol-là, on va faire un parallèle, c'est comme un corps humain. Tac, je vais le faire coucher comme si c'était un peu un sol, voilà. Et en fait, nous aussi, dans notre corps, on pourrait appeler ça des graines en dormance. Moi, je préfère appeler ça des boutons rouges. On a des boutons rouges, et c'est certaines personnes ou certaines situations, donc on l'a vu, c'est des choses adventices qui nous arrivent dans nous, contre nous, dans notre bulle privée, et qui vont parfois nous traverser, il ne se passe rien, et parfois appuyer sur un bouton rouge. Quand ça appuie sur un bouton rouge, il y a quelque chose qui remonte, forcément. Qu'est-ce qui remonte? Donc, tout comme c'est une mauvaise personne, là, il remonte une mauvaise situation. Prenons l'exemple comme on disait tout à l'heure, de quelqu'un qui vous contredit. Le fait que la personne vous contredise, on va dire ça, contradiction, ça va révéler, selon les personnes, selon les types de personnes, selon les types de sols, selon ce qu'elle a vécu, selon donc ce qui paramètre son état, ça va faire ressurgir certaines blessures. En fait, ce qu'on appelait graines en dormance pour les plantes, on pourrait dire que c'est des blessures inconscientes chez une personne. Il y a un livre d'ailleurs qui est très bien fait, qui parle pas de ça, mais qui parle des blessures, qui s'appelle Les 5 blessures, et qui est très petit, écrit en français, enfin en canadien, très facile d'accès, très sympa à lire, qui explique qu'en gros il y a 5 blessures, donc par exemple l'abandon, la trahison, l'injustice, etc. Et qu'on a tous, comme un peu les plantes bioindicatrices, on a tous un petit peu de tout en nous. Mais selon ce qu'on va vivre, ce qu'on a vécu dans notre passé, ce qu'on va vivre dans le présent, on va avoir certaines blessures qui remontent. Et le pourcentage, le prorata de ces 5 blessures dépend de chaque personne, et puis il évolue dans la vie. Par exemple, quelqu'un va plus souffrir de l'injustice que quelqu'un d'autre. Donc il y aura plus de boutons rouges qui, chez lui, vont être reliés à l'injustice. Et donc, vous pourriez imaginer, on est 5 dans une salle, on est contredit à tour de rôle, par la même personne. Quand on sort de la salle et qu'on se retrouve entre nous 4,
on va pas avoir vécu la scène de la même façon. Il y en a pour qui la contradiction, le fait qu'elle nous ait contredit tout le long, cette personne, eh ben, vous allez vous sentir triste, d'autres vont se sentir en colère, d'autres vont se sentir inexistants, comme si on bafouait leur existence, on coupait littéralement leur existence en leur coupant la parole. D'autres vont se sentir moins que rien, parce que si on leur coupe la parole, c'est sûrement parce qu'en fait, ce qu'ils ont dit avant n'était pas intéressant, ou que leur personne même n'est pas intéressante, etc. Donc en fait, on va tous vivre apparemment la même chose, mais ressentir des choses différentes qui nous sont propres, qui sont ce que j'appelle les boutons rouges. Et donc, une personne peut vous contredire et ça se passera très bien, peut contredire l'autre, ça se passera pas bien, peut contredire une deuxième personne, ça se passera pas bien, mais pas pour les mêmes boutons rouges réactivés. Ce ne sont pas les mêmes graines en dormance qui vont germer. Ça explique aussi pourquoi, vous savez, dans les accidents, les témoins racontent rarement la même scène. Tous les témoins vont raconter avec leur prisme ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ont compris. Donc, en fait, ces situations ou ces personnes, c'est super intéressant. Elles sont vraiment un miroir de votre état intérieur. Et donc, tout comme on disait, pour les plantes ou l'état du sol, on pourrait dire qu'il y avait excès, carence ou des choses positives. Pour ces situations-là, c'est pareil. On pourrait se dire, il y a un excès du sentiment d'injustice, il y a une blessure qui n'était pas consciente, mais qui va le devenir. Par exemple, vous ne saviez pas que vous preniez tout personnellement. Vous pensiez ne pas être ce genre de personne. Mais en fait, si, vous avez cette blessure, mais elle va peut-être ressurgir de manière rare, parce qu'il faut un certain déclencheur, enfin un certain paramètre. Là, au contraire, ça va être des petites paroles ou des petits gestes du quotidien, de leurs proches ou plutôt d'inconnus, qui va faire remonter à la surface un sentiment. Donc en fait, on est tout le temps relié aux autres, que ce soit dans un écosystème, les plantes entre elles, ou nous avec les plantes d'ailleurs, ou les humains entre eux, et le passé, le présent, le futur, tout est tout le temps relié, tout est tout le temps en fait fondu. Et donc, ces situations où on marque un temps d'arrêt, on dit « Ah mais, qu'est-ce qui se passe ?» Où on se sent pas bien, on se sent déconnecté du fluide, du moment présent. Justement, c'est vrai qu'il y a eu une déconnexion, mais qui fait remonter quelque chose et qui est du coup très, très positive en soi. Elle est positive à partir du moment où on en prend conscience et qu'on arrête d'alimenter quelque chose qui ne nous va pas. Je disais que, par rapport à là, je m'étais mis une petite note, miroir et feu. Miroir, oui, parce qu'on a vu du coup, les mauvaises herbes à la surface sont un miroir de l'état du sol qu'on ne peut pas voir en profondeur, tout comme les personnes sont un miroir de ce qui se passe en nous, dans nos émotions, dans notre inconscient, ou même dans des choses qu'on veut parfois cacher. Mais il faut savoir, une fois qu'on a vu ça, il faut savoir tarir la source. Si on avait vu, donc, par exemple avec notre grand plantain, que c'est le tassement, la cause de son apparition, on va passer à un coup de grelinette ou de campagnole, vous savez, cet outil qui est respectueux justement de celui qui le manipule et du sol et de tous ceux qui vivent dans le sol. Vous allez passer cet outil-là pour aérer, décompacter le sol, mais sans, contrairement au labourage, le retourner et mettre son dessus-dessous, mettre les poissons qui vivent dans l'eau par exemple dans les arbres et les oiseaux dans l'eau. Le labourage, ça fait ça franchement. Donc sans faire ce mixte irréversible, on va simplement créer comme ça des trous d'air, si vous voulez, qui vont décompacter le sol. Donc, on va enlever la cause, la source de tassement. Pour ces mauvaises personnes-là, on va prendre une autre métaphore, celle du feu, que j'avais mise là. Le feu, notamment, il se développe pourquoi ? Il se développe parce qu'il a besoin d'oxygène. Plus vous allez mettre d'oxygène dans un feu, plus il va grossir. C'est un peu comme son pétrole. Et on le voit bien, quand on a un feu qui devient un peu mourant, on siffle, on souffle, et on essaye de viser un point concret, et ça va, je ne sais pas exactement le bon terme, mais ça va renforcer, si vous voulez, ça va vraiment booster un apport d'air à un endroit, et ça va créer un foyer qui va devenir beaucoup plus incandescent qu'ailleurs, parce qu'il y aurait eu plus d'oxygène concentré à cet endroit-là. Mais du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était l'oxygène, en fait, qui alimente le feu. Et donc, quand on disperse un peu d'eau comme ça en croyant que ça va éteindre un feu, c'est faux. Une marmite d'eau sur un feu, par exemple si là le tapis il prend feu, il faudra surtout pas que j'aille mettre un petit peu d'eau parce qu'il y a de l'oxygène dans l'eau. Et donc ça risque en fait de faire un effet contre-productif et de renforcer les flammes. Il faut au contraire mettre une sorte de couverture pour vraiment étouffer et priver d'oxygène le feu. Ou alors des gros canadaires qu'on voit, de l'eau qui est jetée par les tuyaux ou les hélicoptères. C'est une densité d'eau telle que ça fait cet effet de mur, de couverture.
étouffant. Il faut étouffer la source. Donc, pour étouffer la source, il faut quand même en avoir pris conscience. Donc, ces mauvaises herbes, elles montrent dans un sol un peu comme un feu tricolore rouge, orange, vert, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui est en cours d'amélioration, qu'est-ce qui va bien. Et les mauvaises personnes, c'est un peu pareil aussi. Elles nous donnent des nouvelles lunettes, c'est un miroir, et elles nous donnent des lunettes avec un filtre différent. Au lieu de voir les choses en noir et blanc, par exemple, on commence à les voir en bleu et blanc, parce qu'on a laissé échapper quelque chose, mais on l'a analysé. On n'est plus dans la réaction primitive. « Oh non, mince, une mauvaise herbe, faut que je la dégage. Oh là là, j'ai passé déjà le week-end à désherber, comment ça se fait qu'elle revient, elle est vraiment nuisible ?» Vous savez, tout ça, toutes ces émotions négatives, et on le prend personnellement à nouveau, on se dit qu'on est mauvais jardinier, qu'on ne sait pas faire, que notre jardin, du coup, il devient moche, qu'est-ce que vont dire les gens, etc. etc. Donc, un cercle vicieux qui se met en place. Et avec les mauvaises personnes et les mauvaises situations aussi, on risque, en fait, selon notre attitude, d'amener à nous ce genre de choses tant qu'on ne les a pas sublimées, tant qu'on ne les a pas laissées sortir, et tant qu'on n'en a pas pris conscience. Donc on va rester à voir le monde tout le temps avec notre lunette, noir et blanc, et quand quelqu'un nous dit « Non, mais regarde, moi j'ai vécu autre chose, ou je suis pas forcément d'accord avec toi », boum, ça va appuyer sur le même bouton rouge, qui n'aura pas disparu, et c'est à nouveau un cercle vicieux aussi. On va s'enfermer dans un entre-soi, où en fait on va alimenter la blessure, plutôt que d'étouffer sa cause, et de la laisser partir et se libérer d'elle-même, en fait. Bah, justement, ça nous permet de chausser une nouvelle paire de lunettes pour faire un pas de côté, et arrêter de penser qu'à soi et dans le présent et de se dire « Ok, cette mauvaise herbe, en réalité, elle n'a rien contre moi. Elle est venue pour autre chose, pour le sol. Cette mauvaise personne, elle n'a rien contre moi. En fait, elle a activé quelque chose en moi. Donc, c'est moi-même qui ai réagi de cette manière-là. Peut-être que dans 10 ans, si je vivais la même scène, je réagirais autrement, car j'ai changé entre-temps. » Et donc, en chaussant cette paire de lunettes différentes, on se rend compte que non seulement on n'est plus autocentré, mais on n'est plus non plus centré dans le présent. On va prendre en compte le passé et le futur. Et justement, nos mauvaises herbes, elles arrivent à l'instant T dans votre jardin, dans votre journée, mais leur rôle bénéfique pour le sol, qu'elles sont en train de faire, comme des infirmières qui réagissent à l'état du sol, qu'elles doivent ramener à un équilibre, etc. En fait, ce travail-là, il s'étale sur des années, parfois sur des siècles, parce qu'on n'a pas la même temporalité entre le règne végétal et le règne animal, en l'occurrence une vie humaine. Donc, ce qu'il faut comprendre maintenant avec cette nouvelle paire de lunettes, c'est que on s'énerve pour quelque chose qui représente quelques fractions de secondes à l'échelle de la vie, de l'écosystème, de la plante. Regardez, ça m'amène à un nouveau concept qu'on appelle climax. Enfin, c'est anglais, climax. Là, votre mauvaise herbe, on va voir qu'elle se trouve en fait à peu près ici. Mais en réalité, ce que vous appelez mauvaise herbe, c'est au contraire une plante dont l'action est arrivée bien avant votre naissance et va continuer bien après votre vie tout court et votre vie de jardinier. Je m'explique. La notion de climax, c'est la suivante. La nature, on a récemment constaté que peu ou prou, sous toutes les latitudes et climats du monde, il y a un schéma, une sorte d'évolution, où des êtres isolés, au départ, tendent à devenir un écosystème de plus en plus sophistiqué, de plus en plus autonome, résilient, bien portant. Concrètement, ça peut prendre plusieurs années ou plusieurs siècles, et l'étape 1, au final, ça part de ce qui existe. Donc chronologiquement, même si on reprend l'histoire de la Terre, c'était de la roche, c'était de la pierraille, ou alors au début, c'était une terre à nu. Donc c'est la même chose quand on dézoome et qu'on regarde sur l'échelle de quelques années. Un morceau de terre à nu, ça peut être une flaque. Toute flaque, en fait, va passer par différents stades pour devenir, sous quelques années, au stade 6, une forêt. Et vous n'y pouvez rien, ça sera tout le temps comme ça. C'est le cycle de la nature. Donc on part d'une phase qu'on peut appeler sol nu. Donc effectivement, ça peut être une flaque qui au bout d'un moment, l'eau s'évapore. Ça peut être un terrain mis à nu par un jardinier. Ou ça peut être un terrain incendié, une fois qu'il y a un incendie. Le sol se retrouve aussi à nu.
etc. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va petit à petit avoir l'étape numéro 2. Et c'est celle où se trouvent généralement les jardiniers. Et cette étape numéro 2, c'est, on va l'appeler l'étape d'enherbement. Petit à petit, ce sol se couvre. Il y a une couverture végétale qui est là pour permettre la vie, le développement de la vie. Parce que sol nu, c'est vraiment... aucun être vivant ne veut ça. Donc, il y a une phase de enherbement. Enherbement. Voilà. Et donc là, on va avoir des plantes pionnières. Pionnières parce que, voilà, hein, c'est la définition de quelqu'un qui vient le premier pour conquérir un espace. Donc dans les espèces pionnières qui vont sauver ce sol à nu et tout de suite mettre une couverture végétale, on va avoir dans l'ordre, hein, chronologiquement, on va avoir très souvent, ça va être des plantes qui justement respectent la chronologie en plus de l'apparition de la vie sur Terre. Donc au début, c'est plutôt des mousses, des lichens, donc des plantes très robustes, très 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 anciennes. Ensuite, on va avoir petit à petit ce qu'on appelle les herbacées. Donc typiquement, ce qui va faire votre une pelouse spontanée, une prairie. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle des plantes annuelles, un cycle annuel. Donc c'est-à-dire que sur un an, elle va vivre et mourir. Et donc, ce cycle rapide va permettre toujours plus de couverture sur le sol, donc toujours plus de nourriture, et donc toujours plus de conditions qui font que l'enherbement devient de plus en plus fécond et dense. Voilà. Ensuite, on passe au stade 3. Et donc, le stade 3... on arrive à un état qui devient beaucoup plus sauvage, ce qu'on pourrait appeler un état de friche. Donc quand on reste là, dans cette phase ici, c'est ce que le jardinier veut avoir, c'est-à-dire un état herbacé avec des plantes annuelles. Donc on pourrait dire que c'est comme un potager. Sauf que le potager, il a sa propre vie, et l'étape 3, c'est de devenir un état de friche. Donc entre votre potager et la friche, il peut se passer quoi? Il peut se passer un état un peu intermédiaire de prairie. Et donc là-dedans, on va retrouver des plantes différentes qui vont notamment être là pour protéger à un degré encore supplémentaire ceux qui étaient déjà là pour passer à des strates plus hautes ou plus profondes dans le sol. Donc on va avoir les plantes vivaces déjà. Contrairement aux plantes annuelles de tout à l'heure, on a des plantes vivaces qui vont repousser d'année en année. On va avoir tout ce qu'on appelle aussi des graminées, qui va avoir un système racinaire déjà un petit peu plus fourni, et donc qui va mieux nourrir le sol. On va avoir, on peut les appeler les picots, vous savez, les plantes qui justement, comme les ronces, les chardons, tout ça, vont en fait créer des zones protégées où des rongeurs autres ne vont pas pouvoir accéder, ou même les humains, hein, si on n'a pas les outils, c'est compliqué. Et donc du coup, dans ces zones-là protégées par les pics, les picots, il peut y avoir du coup des graines qui vont tomber, des fientes ou autres, qui ne seront pas dérangées, et dont va émerger des graines qui vont germer. Donc on va avoir très souvent dans cet état de friche des ronces, des chardons, etc. Donc ça fait le travail du sol vraiment en profondeur. Alors qu'avant, on était un petit peu plus dans l'urgence d'une couverture végétale, en fait. Voilà. Alors, l'étape 4, c'est laquelle? Eh ben, c'est une étape intermédiaire où on passe un peu d'une friche à peu ou prou, on se rapproche de la forêt. Donc là, on va plutôt être dans un état de lisière, donc l'écosystème qui jouxte une forêt. Et donc là, on va avoir des espèces qui vont être du boisonnement en fait, hein, qui vont être déjà un peu plus des arbustes. Et on passe d'herbacées à plantes à arbustes et après à arbres. Donc là, on va avoir des jeunes arbres qui à nouveau vont avoir un cycle rapide, vous voyez, comme les plantes annuelles, et pour les mêmes bienfaits. Donc on peut avoir par exemple le bouleau, le peuplier, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, les pins, le saule, tout ça. Ce sont des espèces qui poussent vite et qui poussent, on appelle ça des essences lumière. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de lumière, elles ne pourront pas pousser dans le cœur d'une forêt où c'est plutôt privé de lumière.
ombragées, au contraire, elles sont à un stade où il n'y a pas encore la forêt. Donc elles s'épanouissent et elles vont, en fait, à ce stade-là, on n'est plus dans la couverture végétale, on n'est plus dans le travail du sol, mais on est plutôt maintenant dans un stade de humification. Enfin, c'est relié bien sûr, hein, mais là on est plus dans humification, et avec beaucoup de lignine et de carbone. Donc en gros, pour aller vite, lignine, c'est tout ce qui permet aux plantes d'être, de défier la gravité en fait, hein, d'être debout, de se tenir avec des cellules en gros, qui leur permettent d'être solides. Et c'est ce qui crée en fait le tronc in fine des arbres, mais qu'on peut retrouver dans certaines tiges déjà de plantes. Par exemple, vous prenez la plante, le poivron, c'est déjà une belle plante, hein, qui peut faire 40-50 cm de hauteur. Et si elle arrive à se tenir droite avec des belles tiges, c'est qu'elle a déjà un peu de lignine, en tout cas beaucoup plus qu'une plante herbacée ou que des herbes de pelouse. Mais en revanche, mon poivron, il va avoir beaucoup moins de lignine qu'un arbuste ou un arbre. Voilà, grosso modo, hein, si on devait synthétiser. Et alors, l'étape intermédiaire, c'est laquelle? Eh bien, là, on avait une jeune forêt, et là, on a une vieille forêt, un peu une étape de ado, adulte. Hop. Et donc là, on commence à avoir des arbres qui ont un cycle plus lent. Voilà. Un petit peu plus lent, on peut avoir du tilleul, on peut avoir de l'érable, et ils supportent mieux l'ombre, parce qu'il y a déjà de l'ombre générée par eux. Et ensuite, on se retrouve au cycle forêt avec des échanges absolument incroyables, l'arrivée des champignons pour justement détruire la lignine. On se retrouve avec des espèces à croissance très lente qui vont donner des troncs du bois très très durs, comme par exemple le chêne, le hêtre. Tac. On a aussi les sapins, les ifs aussi, etc. Donc, on se rend compte qu'il y a une vraie progression et que notre flaque devient forcément une forêt, un écosystème de plus en plus nourri de différents aliments, événements. Et il y a plus de personnes qui veulent manger et qui vont être mangées. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ce parallèle entre la notion du climax, qui a lieu dans la nature, et donc les mauvaises herbes sont un acteur à un temps très court que l'humain découvre et dont il est le témoin dans son jardin, mais en réalité, il y a un rôle sur le long terme. Et on se rend compte que les mauvaises personnes, comme c'est comme les mauvaises herbes, elles se trouvent à un endroit, à un temps T, elles aussi, mais en fait, il y a un vrai sens, une vraie évolution. Et donc, quand on chausse cette même paire de lunettes qui nous permet de faire un pas de côté, eh bien, ce qu'on se rend compte, si on file la métaphore, c'est que on peut dire que cette évolution chronologique, dans un premier temps, ça va être l'évolution d'une personne à l'échelle individuelle. On va dire que là, c'est le stade naissance, enfance, adolescence, adulte, vieillesse. Eh bien, vous n'allez pas rencontrer les mêmes acteurs, les mêmes mauvaises herbes, parce que dans votre vie, vous avez différentes choses à régler, à laisser remonter à la surface. Vous êtes en fait vous êtes comme une graine, un être humain, c'est comme une graine. Une graine, c'est quoi? C'est quelque part un logiciel génétique qui contient un potentiel absolument démesuré de toutes les possibilités. Donc la plante, la graine, qui fait parfois quelques millimètres seulement, contient des milliers ou des millions d'années d'expérience en stock sur s'il arrive tel paramètre, voilà comment je peux m'adapter. Après, elle s'adapte lentement par rapport à l'échelle d'une vie humaine, mais par rapport à l'échelle du végétal, elle s'adapte très vite, les plantes. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Et les humains, c'est pareil. On a plusieurs milliers d'années, nous aussi, emmagasinés. On a un ADN qui offre un champ des possibles absolument incroyable. On a une personnalité. À tout moment, on vit des choses qui nous changent. Et à tout moment, même d'un point de vue corporel, tout change. Toutes les cellules changent, les os, je crois que c'est en quelques mois, tous nos os sont refaits à neuf. Et le cycle de l'air, etc. Tout est en perpétuel changement, qui peut donner une idée de stabilité, mais en fait, c'est une instabilité permanente, si on veut. Donc, à l'échelle d'une vie humaine, les boutons rouges vont changer eux aussi, parce que nous-mêmes, nous aurons changé et que notre environnement aura changé. Et donc, ce qui était une mauvaise personne ou une mauvaise situation qu'on a mal vécue, qu'on a mal pris quand on était enfant, ne sera pas la même que quand on est adulte, que quand on est adolescent ou que quand on est à un stade senior.
Donc à l'échelle de l'individu, évidemment, ça a du sens, mais je trouve que c'est plus intéressant encore d'utiliser cette évolution sur l'échelle de la population en fait entière, même du monde en entier. C'est-à-dire que nous vivons des choses et au lieu de nous sentir enfermés dans notre précaré, dans notre vie personnelle, dans notre potager des émotions, de l'inconscient, etc., il est bien d'en sortir et de regarder en fait, est-ce que ça nourrit l'écosystème? Est-ce que ça va servir à quelqu'un, mon expérience et la façon dont je la relate? Est-ce que je peux en tirer une leçon de vie à partager pour nourrir l'écosystème à l'instant T ou dans le futur? Qu'est-ce que je vais léguer aux personnes que je connais? Comment je vais raconter l'histoire maintenant ou dans 5 ans? Est-ce que je vais réussir à avoir ce double point de vue, expliquer pourquoi j'ai mal pris cette parole, expliquer ce qui se passait en même temps en moi avant, expliquer comment j'ai changé. Et en fait, plus on dézoome, plus ces mauvaises personnes ou ces mauvaises situations, quand on les laisse remonter comme ça à un état plus subtil et traverser cet inconscient ou le sol et devenir réel, consciente à nos yeux en tout cas, dans notre nouvelle paire de lunettes, eh bien, qu'est-ce que ça apporte aux autres? Est-ce que ça nourrit les autres personnes, les autres générations, les autres pays, les autres cultures? Voilà, qu'est-ce que ce que vous vivez apporte aux autres? Parce que l'être humain est un animal et n'échappe pas à cette règle que tout est dans tout. Nous sommes l'effet papillon, nous sommes un morceau de rouage dans une énorme machine vivante et nous avons tous réellement un rôle à jouer. Et donc, plus nous sommes une meilleure version de nous-mêmes, plus l'être vivant et le macro-organisme qu'est le monde ira mieux. Idem à l'échelle d'un corps, plus un organe est bien portant ou un muscle, plus ça va faciliter le travail, la fluidité du reste du corps. Et donc vous et vos soucis que vous rencontrez à l'instant T, eh ben, mieux vous les gérez, mieux vous les laissez remonter à la surface, mieux vous les acceptez, mieux vous comprenez qu'est-ce qui émane de vous ou pas, qu'est-ce que ça bien indique de positif ou à faire encore mieux. Eh bien, plus vous faites ce travail-là et plus vous le partagez, il est en deux temps, il faut le faire et le partager, plus vous participez en fait à une mission, peut-être une mission même de civilisation, et de se dire, voilà, les choses changent et qu'est-ce que je peux apporter de positif sur une telle échelle. Et je trouve que c'est très puissant de faire ce pas de côté, de ne plus être auto-centré, mais de ne plus être seulement dans notre présent et de dire que notre vie compte, mais dans un temps beaucoup plus long. Bon, et alors dans cette troisième partie, on va voir concrètement comment les gérer. On a vu, pour rapide récapitulatif, qui étaient ces mauvaises herbes et ces mauvaises personnes, pourquoi elles apparaissaient et elles surgissaient de manière inopinée dans notre vie, qu'est-ce qu'elles pouvaient nous apporter, mais on n'est pas dans un monde bisounours. Si à l'instant T vous avez besoin de les gérer, de les neutraliser et de les faire passer d'intrus en intrants, eh bien on va voir concrètement quelles sont les options. Comme d'habitude, je vais bien vous faire les parallèles et cette fois-ci on va commencer par les mauvaises personnes. Comment on fait quand on est face à une situation, à une personne qui se comporte mal? Quels sont nos outils pour répondre à cette situation? Ça va être la parole ou le geste. Mais dans la plupart du temps, ça va être la parole. Et justement, les mots sont des outils ou des armes. Et comme on veut apprendre à les gérer, on ne veut pas les tuer, on veut vraiment les gérer. Donc on va bannir cette solution-là pour essayer de trouver plutôt des ponts, des passerelles entre eux ou nous. Alors, ça va être l'objectif et on a plusieurs outils. Pour y arriver, on va partir des outils concrets qui existent dans le jardinage. La première option qu'on pourrait avoir, c'est pour désherber avec un outil, c'est une binette par exemple. Vous voulez labourer. Le problème avec ça, et tous ceux qui labourent sur plusieurs saisons, plusieurs années, ils sont confrontés, et c'est aussi d'ailleurs pour ça que Big Pharma a créé plein d'engrais et de béquilles de synthèse pour les sols qui ont été trop labourés, parce que en fait, ça semble être une bonne idée sur le moment de labourer le sol, mais ce n'est surtout pas à faire, parce que c'est une fausse bonne idée. Avant de parler du fonctionnement du sol et comment on peut l'appliquer pour une personne, je vais quand même faire une autre métaphore, je vais vous parler du café. Parce que le labour, c'est comme le café. Si on s'en sert avec un mauvais usage, par exemple un mauvais dosage ou de manière trop fréquente, au lieu d'être quelque chose de neutre ou de positif, ça devient négatif. Et donc, comment est-ce que le café peut devenir un cercle vicieux? Je pense que vous êtes un certain nombre à peut-être l'avoir expérimenté dans votre vie. Vous allez prendre du café à un moment donné où vous êtes fatigué pour vous réveiller.
le matin pour vous sentir mieux, plus concentré, réveillé, frais. Sauf que, on est d'accord que c'est une béquille temporaire, c'est un peu comme mettre du maquillage sur des cernes après une soirée. Mais l'important, c'est ce que vous allez faire par la suite. C'est pas le maquillage ni le premier café un certain matin. C'est est-ce que vous allez faire en sorte d'être régénéré par la suite pour vous réveiller facilement ou ne plus avoir vos cernes et une peau mieux reposée. Donc concrètement, c'est pas la deuxième tasse de café qui va être votre solution, ça sera un meilleur repos, une meilleure hygiène de vie, des routines différentes pour vous permettre justement ce repos à récupérer ou à avoir dans une nouvelle routine. Sauf que si vous ne donc ça serait la cause, c'est fatigue. Mais le café n'a rien une solution à la fatigue. C'est une solution temporaire express. Ça doit être un réflexe et non pas un médicament, une solution, etc. Parce que sinon, comme ça va marcher, mais que vous ne réglez pas la vraie cause, le vrai fond du problème, vous allez prendre café sur café, sauf que le café, en fait, il a un effet à court terme excitant, mais à long terme, enfin même pas à long terme, au bout de quelques minutes dans le corps, je crois que c'est au bout de 30 minutes, en fait il a un effet au contraire inverse, qui va vous fatiguer, et en fait c'est un mauvais acteur, ça va vous faire croire qu'il est pumped up, vous allez vous sentir pumped up, mais quelques secondes, quelques minutes ou quelques heures, mais ensuite le reste de la journée ou le lendemain, vous allez avoir au contraire, c'est vraiment boum 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 boum, les montagnes russes, vous allez avoir l'effet contraire. Et là où ça va devenir un cercle vicieux, c'est que vous allez rechercher à nouveau de vivre le début, vous allez vouloir reprendre un café, et vous allez recréer en permanence cette boucle. Alors que si vous la cassiez, et que le café devient une ressource comme une béquille, on ne marche pas avec des béquilles toute sa vie, tout le temps, c'est un temps donné court, et ensuite on remet en éducation la cheville, le pied ou la jambe qui va mal. Voilà, c'est pareil. Donc, le café peut être un ennemi ou un allié de ce point de vue-là, parce qu'en fait, il a des effets sur le moyen terme et le long terme. Là, je ne parle même pas de jours, mais je parle plutôt d'années. Ça peut créer des problèmes cardiovasculaires si on a trop abusé dans ce schéma-là pendant plusieurs années auparavant. Et en fait, le travail du sol, l'outil du labour, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça ne va pas résoudre la cause. Quand on fait le labour, pourquoi ? Il y a plein de raisons, mais la première, c'est qu'on ne peut pas jardiner à même sur le sol. Il est impraticable, ou il est trop tassé, etc. Il est impropre à une première culture. Donc, c'est vrai qu'on va avoir envie, ou alors on veut désherber, on va enlever la couche d'herbe, donc on va avoir envie d'enlever ce tronçon-là, pour se retrouver avec un sol à nu, où on pourra mettre des graines, etc. Ça, c'est une des raisons principales pourquoi le labour a toujours existé. Mais les pratiques nous montrent bien, maintenant depuis un siècle, que c'est comme le café, parce que sur le court terme, sur une saison, ça peut marcher, mais la saison d'après et les années d'après, ce qui était une solution temporaire devient en fait un cercle vicieux où le sol sera de plus en plus tassé et de moins en moins fertile, alors que c'était contre ça qu'on avait labouré une première fois. Pourquoi ? Parce que dans un sol, un sol, comme je l'ai dit auparavant, c'est comme un macro-organisme qui respire, donc ça a besoin d'air. Ce n'est pas un fonctionnement anaérobique, c'est aérobique, donc ça a besoin d'échange d'air qui peut se faire avec les plantes, les racines, ou aussi les galeries des vers de terre ou des autres habitants du sous-sol. Donc il y a toujours des échanges entre ces deux milieux. Le souci, c'est que quand le sol est tassé, il n'y a pas assez d'oxygène, il n'y a pas assez d'échanges, donc les plantes peuvent difficilement pousser. Elles sont contraintes à une certaine profondeur, alors que la couche arable, c'est-à-dire la couche où on peut cultiver, peut être très profonde si on a notamment beaucoup d'humus. Donc pour augmenter cette capacité-là, et pour ce qu'on a dit avant, rendre une terre plus praticable, mettre un sol à nu, etc., on la pratique au labour, qui va prendre toute une partie, selon votre outil, c'est plus ou moins profond, mais voilà, dès qu'on prend un tracteur ou autre, ça peut aller facile à 30-50 cm d'un coup, qu'on va replacer au-dessus. Donc si ça, c'était la couche du bas, hop, on va la retourner, et ça arrive là. Et en fait, on met ça dessus-dessous, ce qui existait. Et ce qui existait dans le sol, avant que nous, on arrive pour faire ça, c'est qu'il faut imaginer des petits immeubles, des petites maisons, une ville, enfin une vie vraiment qui existe. Et nous, boum, on crée, mais alors, on casse tout, quoi. C'est pire qu'une guerre. Sauf que c'est nos alliés, c'est ceux qui, justement, créent ces aérations et ces apports nutritifs. Donc, en faisant ça, on met les oiseaux au fond du lac et les poissons au fond du lac sur les branches dans les arbres. Donc, très vite, ils vont dépérir. Et donc, très vite, ce sol, finalement, perd de sa fertilité. Mais là où c'est vicieux, c'est que c'est comme le café, c'est-à-dire au début, pourtant, tout allait bien. Au début, on croyait que ça allait bien, et en fait, à la fin, tout va mal. Pourquoi tout va bien ? Parce que comme, notamment, ça a besoin d'oxygène,
justement, on amène beaucoup d'oxygène et on crée une minéralisation qui est accélérée en retournant le sol. Donc c'est vrai qu'à l'échelle de quelques jours ou d'une saison, ça marche. Mais c'était temporaire, comme le café ou le maquillage. Ce n'est pas une solution au problème. Le problème d'un sol qui est compact ou qui n'a pas assez de nutriments, ça va pas être le labour, ça va être un mélange de différentes solutions, court terme, moyen terme et long terme, pour que de manière la plus naturelle possible, il retrouve une structure aérée et un équilibre argilo-humique bien équilibré, qui permette aux plantes d'avoir instantanément les nutriments dont elles ont besoin, et pas seulement le NPK, fameux azote. Mais je ne vais pas partir dans trop de détails. Restons sur cette image du labour qui détruit les choses, parce que dans un premier temps, en fait, ça nous apporte des avantages, mais très très rapidement, on n'est pas content. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'après, c'est la course folle aux béquilles, par exemple les engrais chimiques, etc. On va apporter que ce dont la plante a besoin à un endroit spécifique, au lieu de s'assurer que c'est tout le sol qui est nutritif. Bref. L'équivalent du labour, où c'est une fausse bonne solution, ça va être, si on fait le parallèle avec les mauvaises personnes, ça va être une communication violente. Parce que, en d'autres termes, le labour, c'est quand même une violence faite au sol. Le sol, on avait tissé la métaphore tout à l'heure que c'était le soi, en fait. Par exemple, les plantes bioindicatrices, c'était l'état révélateur du sol, et les mauvaises personnes aux mauvaises situations, l'état révélateur de nous, en fait, de nos boutons rouges, des blessures, de ce qui nous semble important, mais qui n'était pas forcément conscientisé, et du coup qui nous heurte, qui nous blesse. Donc, quels mots peuvent être violents pour soi et pour l'autre? Ça va être les mots qui sortent, les mots qui sont dirigés contre l'autre. Et donc ça va être, généralement, vous commencez des phrases en disant « tu ». C'est le « tu » qui tue, vous savez. Le « tu » qui tue. Donc ça va être des phrases violentes où vous allez projeter sur l'autre des mots, des intentions violentes. Au lieu de dire ce qui se passe en vous, vous savez, l'état intérieur, le soi, vous allez être en dehors de vous, et vous allez être sous la colère, et vous allez dire, prenons un exemple d'une personne que vous trouvez bordélique. Le tu qui tue, au lieu de résoudre le problème, qui est apparemment un endroit mal rangé, vous n'allez pas résoudre l'endroit mal rangé, vous allez vous adresser à la personne, et vous allez la mettre à terre, vous allez la mettre sans dessus-dessous. Le tu qui tue, ça va être de dire, tu es bordélique, tu nous crées une porcherie, tu ne me respectes pas, tu ne contribues pas à l'harmonie, je sais pas, de la colocation, du couple, ou peu importe avec qui vit cette personne bordélique. Mais le problème, c'est que ça va peut-être marcher sur le court terme, la personne va être sûrement anéantie, tout comme le sont les êtres vivants qui sont retournés dans le sol. Donc, peut-être que pendant quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines, elle va effectivement, tellement elle est anéantie, essayer de faire que ça aille mieux ou ne rien faire, donc ne pas salir d'autant plus l'espace. Mais comme elle s'est sentie agressée, ça n'a pas du tout résolu le problème. Et donc, soit il va y avoir d'autres phrases violentes qui vont repartir comme un boomerang contre l'autre, soit il peut y avoir de la vengeance, par des mots à nouveau, ou par des actes de créer un cercle vicieux. Ah oui, il le prend comme ça, tu vas voir ce que tu vas voir, des choses comme ça. Et quand on tue quelqu'un, ce quelqu'un avait vu que c'était un allié au final. Donc c'est toujours contre nous, en fait. La violence se retourne contre nous comme un boomerang. Donc toutes les personnes qui ont vécu des moments où elles avaient raison de se mettre en colère, mais le fait de s'être mis en colère leur a été préjudiciable, on a souvent vécu ce genre de scène au sein d'une vie, et il y a toujours des exemples qui montrent que les fruits de la colère sont supérieurs à ces causes. Donc c'est pas top, c'est une fausse bonne idée, ça risque d'être un cercle vicieux. Un autre outil qu'on a dans le jardinage, ça va être la grelinette ou la campagnole. Alors, ce sont des drôles de noms pour des drôles d'outils qui sont assez récents, qui existent depuis à peu près, on va dire, 50 ans, qui ont le mérite, en fait, d'avoir les avantages du labour sans les inconvénients. Donc, en fait, c'est un compromis gagnant-gagnant, où le jardinier obtient ce qu'il veut, et le sol aussi. Parce que contrairement au labour, donc on a notre sol, il n'y a pas une partie qui est prélevée et qui est mise ailleurs. On ne déstructure pas ce qui existe.
Mais en revanche, on crée comme ça des petites aérations. Et ça permet au sol de continuer de vivre et de manière mieux, parce que du coup, il est aéré notamment. Et nous, déjà, c'est moins fatigant à manipuler. La campagnole, d'ailleurs, c'est une sorte de grelinette, mais qui est un peu plus ergonomique, parce qu'elle a des roues. Souvent, elle a un peu plus de dents. Et on se fait moins mal au dos. Et donc, du coup, sans jeu de mots, on ne fout pas en l'air le sol. On n'apporte pas de l'air et on ne déstructure pas le sol, ce faisant. Pourtant, c'est une technique qui marche très très bien. Vous faites ça. Après, vous pouvez ratisser un petit peu. Et vous aurez l'impression d'avoir passé le labour, mais sans avoir déstructuré le sol. Donc finalement, là, c'est gagnant-gagnant, vous et le sol. Et donc l'équivalent d'un outil qui n'est pas une arme, mais qui serait un bon compromis pour les deux entités, les deux parties prenantes, en termes de communication, cette fois-ci, ça va être des phrases non violentes. Et c'est ce qu'on appelle la CNV. Vous me direz si vous connaissiez cet outil en commentaire. Donc, communication non violente. Non violente. Et donc là, il y a beaucoup d'outils. Enfin, c'est un vrai concept, une vraie théorie qui a été développée autour de ça, très intéressant. Vous pouvez lire pas mal de bouquins à ce sujet. Et donc là, au lieu de parler en disant tu, même si vous avez raison, il faut dire je, et vous avez raison. Si on reprend le même exercice, le même exemple, la personne bordélique, au lieu de dire tu es bordélique, on va dire je ressens. Non, on va plutôt dire je me sens mal, déjà. Il faut dire ce qui se passe en vous, il faut dire ce qui se passe dans le sol. Donc, bah voilà, je me sens mal. L'espace est mal géré. Il y a des affaires partout, etc. On va jamais dire ce mot-là, mais on va décrire comme si l'autre était aveugle et nous, on lui dépeint le tableau de ce qu'on voit. On va lui décrire ce qui se passe en dehors de nos yeux et dans notre corps. Et pourquoi, quand on ajoute ces deux-là, ça va pas. Pourquoi on se sent pas bien? Pourquoi on se sent pas respecté? Mais à aucun moment donné, on va dire tu pour lui projeter des défauts, des intentions mauvaises. Ça va être une communication où il y aura un respect réciproque. On va prêter à autrui une intention égale à la nôtre, donc une intention d'intelligence, de bienveillance. Et on va simplement, en fait, voilà, c'est les graines en dormance qui fleurissent pour que ça aille mieux. Donc il y a des exercices très concrets que vous pourrez voir dans les livres avec des phrases types. Mais en gros, le plus simple, c'est de retenir que toutes vos phrases doivent commencer par je et ne doivent jamais attaquer l'autre. Donc voilà, là on a un peu deux situations extrêmes. Le labour où ça allait pas trop de base et on fait quelque chose qui m'empire. La grelinette, ça va pas trop de base, mais on a trouvé un bon compromis. Mais on est d'accord que dans certains cas, c'est ni l'un ni l'autre. On a envie de faire bien, mais la situation est compliquée. Donc comment on fait? Typiquement, on va être face à une friche. Et c'est vrai que là, c'est compliqué. Et là, aller voir quelqu'un et dire passer la grelinette, on ne peut pas. Concrètement, on ne peut pas quand c'est des endroits un petit peu trop sauvages. Donc, même le labour, c'est deux outils qui sont inapplicables en l'état. Bon, dans ces cas-là, on peut faire un mixte des deux. Temporairement, on peut utiliser par exemple le motoculteur pour quand même remettre les choses à plat, cisailler un petit peu s'il le faut le sol. Mais comme on sait que c'est pas bien, tout de suite, c'est le combo. C'est le combo des deux où il faut que ça aille vite parce qu'on a un besoin impératif. Donc on va quand même mettre un petit coup de hop. Mais tout de suite, on va essayer de mettre un peu comme un tenseur et un contre-tenseur, vous savez, dans par exemple des traitements médicamenteux. On va quand même essayer tout de suite de minimiser les mauvais effets. Et donc, on va apporter une couverture du sol, on va nourrir le sol avec du compost ou autre. On va ensuite, quand même, au bout de quelques semaines, quelques mois, selon la saison, passer un coup de grelinette. Enfin, voilà, on sait qu'on a fait quelque chose qui est pas bon sur le moyen terme, long terme, mais on se rattrape un peu comme on peut. Le pendant, c'est, on a une grosse colère, donc il y a quand même des mots qui sortent, mais cette colère, elle doit être saine. Alors, comment on fait pour une colère saine? Elle ne doit pas être dirigée ni contre l'autre, donc il n'y aura pas de tu, ni contre soi. Par exemple, contre soi, ça serait « Oh là là, je suis vraiment con de t'avoir fait confiance, tu sais pas gérer l'appartement, etc., etc. » Donc là, on s'en veut contre une colère dirigée contre soi, ni contre l'autre, ni contre soi. Donc, ça sera en fait quelque part d'exprimer ce qui se passe en nous,
mais de manière pas forcément châtiée, pas forcément parfaite. Boum, il y a quand même le volcan qui sort, mais c'est vraiment cantonné et vous n'êtes pas là contre l'autre, vous êtes là avec l'autre. Donc concrètement, vous allez mettre les mains dans le cambouis pour faire en sorte que ça aille mieux. Vous allez proposer des solutions et encore mieux, vous allez les faire avec l'autre. Donc dans notre exemple bordélique, voilà, vous allez un peu craquer, quoi. Mais c'est pas possible. Une fois de plus, c'est encore en bordel. Moi, j'ai une sensibilité très forte à ça. Peut-être que pour toi, c'était pas du bordel, mais moi, ça va pas, je me sens pas bien. Et vous pouvez souffler 2-3 fois pour sortir cette colère, mais qui est sans mots et dirigée contre personne. Et ensuite, vous allez tout de suite dire, voilà, il y a des choses, c'est pas compliqué, il suffirait de tout ranger d'un coup dans les placards. Allez, viens, on le fait maintenant. Vous le faites un peu comprendre qu'il a pas vraiment le choix, mais que c'est une bonne chose, vous êtes là pour l'aider. Vous remettez à zéro les compteurs, l'espace en question, vous nettoyez. Et théoriquement, après, ça va mieux. Vous avez fait en fait le meilleur des deux. Et un dernier cas qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours, au jardin ou avec des personnes, des situations, c'est qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Pour éviter ces 3 cas, donc quand on est dans un terrain, ce qu'il faut faire, enfin moi ce que j'aime beaucoup, c'est la technique du bâchage, enfin de l'occultation. Hop. Et on n'a qu'à donner le même petit nom, tac tac, pareil, bâchage, pour la gestion des personnes. Alors, quand vous savez que vous allez devoir affronter un terrain qui est costaud, au lieu de faire ça, ou ça, vous pouvez vous y prendre des mois à l'avance. Le temps, cette fois-ci, sera votre meilleur allié, non pas l'autre personne. Donc vous allez, la technique d'occultation, c'est priver les mauvaises herbes de ce qui fait qu'elles vivent. Et en l'occurrence, c'est le soleil. Vous pouvez leur enlever des nutriments, de l'eau ou autre. Elles pourront quand même, via le reste du sol, en avoir. Elles ne vont pas vraiment être mortes. En revanche, si vous bâchez pendant plusieurs mois, le fait qu'il n'y ait plus de soleil, elles vont entrer en décomposition et ensuite elles vont être en dormance. Elles ne pourront pas repousser. Déjà aussi parce qu'il y a une couverture physique, mais aussi parce que cette couverture les prive de soleil. De soleil, je dis pas d'air, parce que sinon vous allez créer un milieu anaérobique, ça va pourrir et c'est pas bon. Il faut que ce soit comme une bâche ou un tapis, quelque chose de poreux. Et donc, occulter les mauvaises herbes, ça vous permet sur plusieurs mois d'avoir défriché et de vous retrouver avec un sol à nu, mais très riche de compost, parce que tout ce que vous aurez caché sous une bâche va se décomposer, et en fait va devenir quelque chose, des intrants très nutritifs. Mais dès que vous allez débâcher, évidemment, vous allez remettre du soleil, et donc ils vont vouloir repousser. Donc pour éviter ça, soit vous créez des trous dans la bâche, de la forme du futur planton ou de la graine que vous mettez, comme ça vous avez maîtrisé, vous avez isolé le degré de nuisance si la plante devait repousser. Et ça, c'est pareil avec les situations, les humains. Plus vous vous connaîtrez, ou plus vous connaîtrez des situations types, l'expérience, ce qu'on appelle dans la vie, faites-vous confiance et dites-vous, ok, là je pense que je vais être confronté à une personne ou à une situation compliquée, je vais faire la technique d'occultation. Et donc vous allez vous préserver ainsi. Vous allez par exemple ne pas vous mettre avec une personne comme ça, ou après avoir essayé toutes ces choses-là, si ça marche toujours pas, vous changez de colocataire, vous changez de façon de faire. Il faut la priver, cette personne ou cette situation, de ce qui l'alimente. Donc tout comme on l'avait privée de soleil, là on va la priver de votre présence, ou de votre intention, ou de votre estime, etc. Il faut trouver qu'est-ce qui entretient cette situation, et la couvrir un certain temps, pour que vous regagniez et vous remaîtrisiez la situation. Ou si c'est une personne désagréable, non pas dans des gestes ou dans des paroles, mais à distance, par des écrits, vous bloquez cette personne dans vos contacts, ou vous ne la voyez plus physiquement, et soit vous lui dites, soit vous le faites, et c'est tout, la personne n'en sait rien, mais vous vous êtes préservé, vous avez baqué, si on voudrait dire, la situation. Mais ça, évidemment, c'est de la prévention, c'est un peu pour faire en sorte que vous ayez suffisamment de ressources pour, quand c'est une situation imprévue, faire face. Parce que sinon, vous avez toujours vos batteries à zéro, et c'est comme si vous étiez un sol à nu, et qu'on en demandait trop en fait de vous. Vous ne savez pas forcément comment réagir, vous ne pouvez plus réagir, et ça devient un cercle vicieux. Mais bon, voilà, je trouvais que c'était intéressant de faire ces comparaisons de comment on fait pour gérer des mauvaises herbes concrètement,
selon les situations, et pour gérer les personnes. Et en fait, si on mixe les deux, comment on fait pour désherber ces mauvaises personnes, ces mauvaises herbes, sans avoir à désherber, parce que c'est à notre désavantage de désherber. Donc il faut trouver vraiment, c'est ça l'optimum actuellement. Pour un sol, c'est passer la campagnole ou la grelinette. En premier, si on peut, tant mieux. Sinon, après une de ces 3 actions. Et pour les gens et les situations, si on a assez de ressources en nous, c'est de tout de suite réagir avec une communication non violente. Si on n'y arrive pas, le lendemain d'avoir pété un câble et d'avoir insulté quelqu'un ou de l'avoir blessé mortellement, ou juste après, ou X mois ou X années après, enfin bref, peu importe la temporalité, c'est selon vos ressources, ou après une colère, mais cette fois-ci saine, de revenir à ce schéma-là et de l'appliquer. Et ça va forcément créer un cercle vertueux où vous ne serez plus confronté à nouveau à ce genre de problème ou de personnes. Il y en aura d'autres, comme on disait, c'est des boutons rouges, mais tout ça, tous ces éléments congrus ensemble et font la beauté du monde. Et donc si on arrive à digérer ce qui se passe pour le potentialiser en éléments nutritifs, au sens propre comme au sens figuré, c'est en fait comme ça qu'on vit et qu'on vit bien dans l'abondance et dans la résilience.